Salut, alors pour ce deuxième épisode de la série basée sur ce Dakar Cam, on va regarder un petit peu le côté tube, voir où est le problème. Évidemment, avant de pouvoir étudier ça, il va falloir démonter, parce que bon, ne serait-ce que les entrées qui suivent cette espèce de gaine en nylon qui passe en dessous, qui vient se récupérer là-dedans, il va falloir démonter. Bon, pour démonter ça, il faut d'abord démonter la carte d'entrée, enfin enlever les radiateurs là, et désolidariser la carte. Enlever tous ces espèces d'entretoises en plastique, donc je n'aime pas du tout, surtout pour un appareil de cette gamme-là, ils auraient pu mettre des entretoises à vis. Mais bon, ensuite, bon, virer ça, enlever cette partie-là, enlever ce filtre de merde, et étudier un petit peu le problème qui règne là-dedans. Alors, par la même occasion, ce qu'on va voir, c'est une fois qu'on a trouvé le problème, s'il est réparable, on pourra pouvoir regarder un petit peu finalement quels sont les tubes qui sont les plus adaptés à ce schéma-là. Donc on va pouvoir choisir des références habituelles qui sont compatibles au niveau brochage dans ces séries double triode. Et on va voir sur les réseaux de caractéristiques comment se comportent ces tubes-là selon les références. Et on va pouvoir voir quelles références sont plus disposées à donner le moins de distorsion, être le mieux adapté à ce montage précis. Donc bon, ça va être après. Donc la première partie, ça va être déjà de démonter tout ça. Alors après, ensuite, que faire de cet appareil en soi? Est-ce qu'on conserve ça? Alors, ce qui serait pas mal, c'est de pouvoir ici, comme on voit qu'il y a 4 trous, même s'ils sont pas super alignés, bon, il faudrait revoir un peu cet aspect mécanique là-bas, mais voir si on peut pas à la fois faire une sortie qui réutilise l'étage de sortie d'origine, plus un étage de sortie à tube, les deux en même temps. Alors moi, ce qui me gêne ici, c'est le placement de ça. Le problème, c'est qu'il y a des secteurs juste à côté, quoi. C'est vraiment catastrophique. Il faut bien voir que l'entrée arrive de ce côté-là et déboule ici, à quelques centimètres du secteur. Alors oui, bon, alors ce qui serait plus judicieux, c'est de tourner la plaque et l'amener comme ça. Mais le problème, c'est que le couvercle est déjà percé. Alors, que faire? Alors, soit refaire un nouveau couvercle, pourquoi pas, hein, c'est une tôle en aluminium standard, hein, on peut tout à fait refaire un couvercle et réouvrir pour des tubes disposés autrement. Pour moi, ce serait la meilleure solution, mais conserver dans cette orientation-là, alors là, pas sûr qu'on puisse supprimer les ronflements induits, sauf si on pouvait, par exemple, passer en paire différentielle, en symétrique. L'aspect symétrique sert justement à éviter d'avoir ce problème. Mais là, câble blindé ou choses comme ça ne sert absolument à rien dans ce contexte-là. En plus, avoir des entrées comme ça près de, je veux dire, l'accident est vite arrivé, quoi. Plus bon. Donc là, il y a une interrogation sur le positionnement de ça. Bon, alors ça, est-ce qu'on va conserver ça vu la taille que ça fait? On va peut-être trouver des valeurs, des condensateur au moins aussi bons mais plus compacts. On va voir. Mais déjà avant tout, la première étape, c'est qu'on va démonter. Donc c'est ce que je vais faire. Et après, on va voir la tête que ça a, vue de l'autre côté. Bon, alors là, on va faire un petit tour dans la galerie des horreurs. Ah la vache. Ah, j'y crois pas. Donc, la première carte, c'est juste une carte d'entrée-sortie. Donc, il y a deux vis à l'arrière enlevées, juste un connecteur. Donc là, on voit le système d'entrée tel qu'il était décrit dans les schémas, avec un transformateur ici, avec on va dire le noyau qui est réglable, ce qui permet d'ajuster la fréquence de résonance du système pour fabriquer cette horloge de référence pour tout le système. Bon, rien à en dire. Et là, on découvre le travail audiophile, avec manifestement le pistolet à colle a beaucoup de succès dans ce milieu. Alors il y a une espèce de papier qui est mis au fond, et là il y a tout, et enfin c'est collé. Ah, oh là là, mon dieu. Et tiens. Alors j'ai enlevé la carte, je viens de voir un truc là. J'ai dévissé la carte, donc voilà la carte telle qu'elle est. Donc avec le magnifique travail qu'on va regarder. Et là je viens de voir ça. Ah tiens, on s'étonne qu'il y ait un canal qui marche pas. Alors un truc assez incroyable, mais tout à fait normal, faut pas se poser de questions, c'est que comment ça se fait que j'ai pu mesurer quelque chose avec un fil débranché? Mais simplement parce qu'il y a de la diaphonie entre les deux canaux. Ça, on va pouvoir le vérifier, mais manifestement, ça, voilà quoi, ça. Vu le travail, je n'ose même pas imaginer le travail de soudure pour pouvoir faire ça. De toute façon, c'est un travail de soudure que l'on peut admirer à cet endroit. On voit que ici, ça a été mis directement sur les sorties
avec un fil de masse, bon, je sais pas lequel c'est, je pense que ça doit être celui-là, hein. Celui-ci, ça doit être le fil de masse qui se pointe au petit bonheur la chance, hein, là où c'est possible. Surtout quand on voit comment le circuit est routé, on remarque que tout est fait en étoile. C'est quand même plutôt bien fait, c'est plutôt bien conçu. Et là, on va aller chercher la masse, alors au bout d'un truc, après on s'étonne que ça ronfle. Alors c'est peut-être pas la cause de ça, la ronflette monumentale qu'il y a, mais disons que ça, c'est vraiment pas le truc qui va aider. Surtout aller rechercher ça au bout là-bas, plutôt que d'aller éventuellement le faire ici. Autre chose qu'on peut voir, je sais pas si ça se voit à la caméra, hein, c'est que ici, les pistes sont coupées. C'est-à-dire que toute la partie ici, toute la partie d'origine, ben, le signal n'y va pas du tout. Donc déjà, en plus, il va falloir restaurer ça. On voit la piste est coupée. Hein, coup de cutter, mais tiens, tant qu'à faire un travail propre, autant le faire jusqu'au bout. Donc, un travail absolument ignoble. Hein, c'est oh là là là, c'est vraiment une catastrophe. Ouais, c'est vraiment, ça fait vraiment peur, quoi. Il y a un truc assez étrange sur ce circuit, c'est que le DAC que j'ai enlevé, hein, c'est un TDA 1541, il est mis sur un système avec des fentes ici, c'est-à-dire pour découpler cette partie-là du reste du circuit. Alors ça part d'un bon sentiment, hein, mais c'est un petit peu, en gros, totalement inutile, parce que de toute façon, ça sert à quoi de faire ça? Pour les vibrations, mais quelles vibrations? Déjà, de toute façon, les vibrations, elles vont passer de toute façon. On utilise ce genre de truc. Alors, c'est peut-être aussi pour évidemment découpler au niveau des vibrations, mais c'est aussi pour éviter d'avoir des gradients de température. Hein. Quand on fait des sources de référence de tension, on les découple comme ça. C'est pour maintenir une température uniforme partout. C'est pour éviter que la chaleur se dissipe d'une manière différente selon les côtés. Ce qui permet d'éviter les gradients de température dans les trucs haute précision, d'éviter les problèmes de tension par effet Seebeck qui viennent se superposer. Ici, la tension de référence, ça va être un pauvre régulateur 3 pattes, donc la stabilité est assez ridicule. Donc ça, c'est juste pour faire joli, hein, ça ne sert absolument à rien dans ce contexte. Mais à part ça, bon ben voilà, tout ça ne sert absolument à rien parce que c'est coupé, donc on peut même pas en profiter. Alors, ne parlons pas de cette espèce de truc, on admire le travail absolument magnifique. Alors, je n'ai aucune idée de ce que ça fait. C'est censé se substituer à un filtre, enfin, disons, un filtre à suréchantillonnage, disons, un système à suréchantillonnage plus filtre intégré, ce qui permet de pouvoir s'affranchir d'un filtre de reconstitution extrêmement raide juste après 20 kHz. Disons, c'est une manière, on va dire, pratique de reconstituer le signal et de virer les escaliers. Mais là, bon, comme il est converti en système sans échantillonnage, ben, il a fallu faire un truc. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Il y a deux circuits intégrés l'un sur l'autre, avec un magnifique travail qui, bien sûr, ne risque pas les courts-circuits pour le moins du monde. Ça fait peur. Oh là là, c'est un désastre. Hein. Bon. Je ne sais pas qui a fait ça, mais vraiment, ça fait peur. J'aimerais bien vraiment connaître l'historique de cet appareil parce que je serais curieux de savoir si c'est un professionnel entre guillemets, hein, ou vraiment un amateur qui n'est pas très éclairé qui a fait ça. Mais bon, là va falloir quand même revoir un peu ça si on veut récupérer quelque chose là-dedans. Donc maintenant j'ai plus qu'à dessouder toute cette crasse, toutes ces merdes, dégager toutes ces horreurs. Enlever ça, et puis on va garder le transfo plus la partie tube, qu'on va pouvoir alimenter d'une manière indépendante. Moi je vais remettre des condensateurs normaux au bon pas sur le circuit pour pouvoir travailler sans avoir ces machins qui pendouillent là. Puis on va pouvoir passer à la suite. Mais bon, il y a quand même un peu de boulot à faire. Bon, cette chose là absolument immonde, cette magnifique chose où les normes de sécurité s'envolent au firmament, on oublie. Du secteur qui va rayonner à mort. Enfin bon, il y a vraiment. Va falloir réfléchir un peu sur comment on va essayer de raviver ce mourant, hein, et retomber sur quelque chose qui on va dire, ne suscite pas la rigolade jusqu'à la fin des temps. Donc, on va virer ça. On va s'occuper de cette partie. Pas rester assez longtemps dans la galerie des horreurs, on va y refaire un petit tour. Alors on va commencer par une magnifique mise à la terre
Je sais même pas comment elle est. Oh, magnifique. Oh, bah oui. Avec un rivet. Ah, oh là 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 là, mais comment c'est possible? Alors ça sent le... Ah oui, ben... En fait, à l'origine, les transformateurs d'origine n'étaient pas là. Ils étaient, je pense, là et là, ou quelque chose comme ça. Ils étaient mis ici et là, probablement, ou ici et ici. Enfin, ils sont mis à l'arrière, sur les deux trous là, et ici là. Sauf que ça gênait, donc il a fallu le virer. Or, tant qu'à faire, autant dégager le rivet, le casser. Mais comme il y avait cette truc de terre dessus par le constructeur, ah, ça fait un peu chier. Alors, on voit un peu le travail distingué et parfaitement délicat qui a été fait. Hein, tout est ravagé. Bon, ça c'est magnifique. Hein, donc la prise de terre, la mise à la terre du boîtier. Bon, bah, c'est une manière de transformer un classe 1 en classe 2. Hein, c'est facile. Hein, alors, ne parlons même pas de cette chose hein, qui est censée faire filtrer quoi que ce soit. Oui, enfin, filtrer les gens qui seraient un peu cons pour foutre les doigts dedans, quoi, peut-être. Mais alors, on admire aussi le magnifique travail. Alors, je sais pas si on le verra à la caméra, mais probablement les trous étaient trop petits pour aller sur ces trucs-là. Donc, ils ont été magnifiquement agrandis à coups de forêt mal aiguisée. Hein. On a, oh, j'ai qu'un forêt de 8, ben, on va mettre ça, et puis c'est bon pour les gens que c'est. Donc en gros, ça tient même pas sur des trucs. Alors on met un peu de colle, colle qui bien sûr ne colle à rien. Hein. Évidemment, la colle fusible comme ça colle pas sur l'aluminium, ça colle pas sur l'époxy, une plastique. Donc voilà. Bon, le circuit à tube, lui, il est tenu par des trucs autocollants comme ça. J'ai horreur de ça. Par contre, le constructeur utilisait aussi des trucs comme ça, mais ils sont quand même mis en dessous du châssis d'une manière un peu plus normale, on va dire. Alors, on voit la protection qui est mise pour les condensateurs. Hein, c'est, on va dire, une isolation de sécurité. Hein, on va dire ça comme ça. À base de collants pour protéger de la peinture quand on peint des fenêtres. Bon, hein, faut être versatile, comme on dit. Donc, bon, ça c'est fait. Bon, ça va dégager, hein, évidemment. À la limite, on pourrait mettre un filtre secteur là, hein, qui a cette taille-là. Alors, on admire bien entendu de plus près le travail artisanal du merdier. Hein. Alors, les condensateurs, enfin, on va peut-être voir ce que c'est. Hein. Ah, c'est collé dessus. Là, au moins, la colle, elle colle bien là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est? Miflex. Alors, c'est Miflex KCPU01 audio capacitor. Alors, c'est quoi la valeur? 0,22 micro 600 volts. Enfin, ils sont énormes pour la valeur. Donc, ah ben heureusement, elles sont Roche, donc ça c'est bien, ROHS, donc très bien, il n'y a pas de plomb, on est sauvé. 2018, donc ça c'est vraiment une modification qui est récente. Hein. C'est pas un truc qui a été fait à l'époque, hein, c'est récent. Hein, donc là, ben, ça on remarque le circuit, on remarque un nettoyage particulièrement forcené du flux. Hein. Quand je dis forcené, c'est vers le zéro, hein, mais bon, alors il est tout pâteux, il y a plein de flux de merde là-dessus, c'est dégueulasse. Mais bon, je sais pas si... Oh là là, magnifique ça aussi, magnifique travail. Hein. Ah, la symétrie, être symétrique, c'est tellement années 2000. On va passer à quelque chose d'un peu plus rock'n'roll. Hein, bon, voilà. Ou des trucs qui ont été modifiés, mais des trucs qui ont été modifiés là, mais bon, pour être bien sûr que c'est bien fondu, on laisse bien le faire à souder longtemps comme ça. Ben ça, je suppose c'est quoi? C'est les condensateurs qui ont été virés, ça. Bon, soit. Donc c'est un peu tout pourritos. Hein, ici, ben, à l'origine il y a un potentiomètre ici, donc je suppose qu'il y a des ponts qui ont été mis. Ouais, quelque chose comme ça. Je pense que c'est des ponts qui ont été mis par là. Même pas. Je sais même pas ce qui a été fait là-dessus. Par contre, on est rassuré, c'est test OK. Hein. Mais c'est écrit sur la référence. Hein, c'est ce que je disais sur l'épisode précédent. Faut pas voir que c'est un truc acheté sur AliExpress à 20$. Hein, c'est test OK. Donc, pour ça, je me dis, un particulier va pas faire ça. Ou alors un particulier qui veut revendre l'appareil. Peut-être. Ouais. Mais bon. Bon, alors je vais aller. Ah, avec les capas comme ça, si on veut regarder, si on veut voir, c'est quand même sévèrement burné, hein, il n'y a pas à chier. Hein. Bref. Alors, autre chose assez intéressant.
dans le genre. Donc ce circuit qui est d'origine, en fait, je me suis rendu compte que les condensateurs ici ont été changés. Tous ces condensateurs dorés là, c'est des condensateurs Nishikon. Au moins c'est une marque, mais alors c'est une série. Alors j'ai vu ça, où est-ce que c'est écrit? C'est Fine Gold ou un truc comme ça. Ouais, c'est une série. Alors je sais pas si on le voit. C'est une série particulière. C'est Nishikon Fine Gold, je sais pas quoi. Alors ça un peu branlant, tout ça tout simplement parce que le problème c'est que les kappas n'ont pas le pas du circuit. Ils sont plus larges, donc les pattes sont pliées en dessous pour pouvoir rentrer dans les trous. Bon, tant qu'à faire, hein, on continue la stratégie de la symétrie et du branlant. Ça aussi ça a été changé, donc ils sont neufs. L'avantage c'est ça, c'est que ce sont des trucs qui sont neufs, donc c'est toujours bon. Alors, ils ont été changés un peu partout, ici au niveau du DAC, au niveau de la black box, là, de Sharecam. Bon, on va dire, déjà, ça c'est déjà ça, pas à faire. Bon, bien sûr, rien n'a été changé ici, vu que ça sert à rien. Mais j'ai découvert par hasard, en touchant ça, oh, ce truc-là, il est tout mou, tout branlant. Et en fait, quand on regarde, si on regarde les soudures, alors à la caméra, je suis pas sûr qu'on verra grand-chose. Alors il est où? Il est par là. Ce sont les trois broches ici. En fait, si on touche à ce régulateur, en fait les broches bougent. Voilà, on voit que les soudures sont complètement cassées, complètement sèches. Alors je ne sais pas exactement ce que ça alimente. Alors peut-être que ça alimente la partie analogique qui suit, mais je crois pas. Ça a l'air d'être un 7805 d'après mes souvenirs. Je crois que c'est ça, c'est un... on pourra retrouver sur le schéma ce que c'est. C'est ça, c'est un 7805. Donc c'est plus pour de la partie digitale. Donc on sent bien que la fiabilité est au rendez-vous. Donc là, il va falloir revoir un peu ça, voir à quoi il sert et puis le remettre correctement. Mais là, ça a bien... Là, il est tout mou, si je secoue, il tombe. Hein, donc ça, c'est pas terrible. Mais bon, c'est compensé par un choix judicieux de condensateurs qui vont bien. Ça compense les soudures sèches qu'il y a avant. Mais ça, c'est bien connu de la confrérie des électroniciens qui veulent pas dire la réalité des choses. Donc, voilà. Donc là, j'ai enlevé les circuits ainsi que celui-là. Manifestement, le circuit custom, ils ont enlevé les supports d'origine pour mettre évidemment des supports qui ne sont pas tulibles, des supports ici haute fiabilité. Histoire de rattraper, pareil, la misère qui suit. Donc, comme des opposés s'annulent, on retombe sur nos pattes. Enfin, normalement. Donc déjà, même là-dessus, il y a du travail. Ça a été saboté, ça a été laminé dans tous les sens. Alors, on voit bien où les kappas ont été changés, parce qu'il y a encore un peu de flux, hein, ce qui est confondu ici avec du vernis de protection. Donc, voilà. Donc, ici, bon, qu'est-ce qui reste là-dessus? Là-dessus, il reste essentiellement... Bon, les transfos. Le transfo qui est fourni avec l'ampliature. Bon, voilà, je l'enlève pour essayer de trouver la panne, voir si ça... Voilà. Donc ça, il va falloir refaire cette chose. Hein, c'est absolument atroce. Après, il y a les sorties là-bas. Là, je sais pas trop quoi faire avec ça. Parce que on remarque... alors, je sais pas si on le voit. Ouais, on voit bien. Je sais pas si on voit bien la caméra. Le problème, c'est que c'est absolument... Il n'y a rien qui est aligné là-dedans. On voit bien... Alors, je vois si je peux le placer pour qu'on voit si l'alignement d'origine ici qui est droit. Mais alors, celui-là, il a... voilà, disons qu'au lieu d'avoir 180 degrés, on a peut-être, je sais pas, 170. Ouais, c'est toujours pareil. La symétrie et le parallélisme, c'est tellement dépassé. Il faut que ce soit, faut être disruptif. Donc là, ça l'est, manifestement. On est disruptif par tous les côtés, même par tous les trous ici. Donc, je crois que là, l'arrière, je sais pas comment faire. Soit faire une ouverture complète et mettre une contreplatine avec les prises dessus, correctement. Bon, ça pourrait être fait. C'est de l'aluminium, donc ça se travaille pas trop mal. Hein. Mon problème sera le capot, évidemment, parce que, bon, sur cette zone-là, il va y avoir des tubes, et si les tubes je vais les mettre dans ce sens là, il va falloir faire des trous dans le capot, et évidemment on va pas laisser les autres à l'air libre, quoi. Sinon ou alors peut-être mettre des faux tubes histoire de dire, mais bon, je suis pas trop dans ce mode là, je sais pas pourquoi.
Donc voilà. Donc après avoir vraiment pris sa leçon on va dire d'électronique, hein, ou disons de hardware, comment faire du vrai hardware quand on veut faire du hardware en mode je fais du hardware mais pas comme les autres, ben ça c'est un excellent exemple. Le problème, on en rigole comme ça, mais le problème c'est que c'est extrêmement dangereux. Alors bien sûr les caractéristiques s'effondrent complètement, voire sont en panne, mais le problème c'est, d'une manière générale, quand on achète des appareils modifiés, il faut faire extrêmement attention. C'est souvent modifié par n'importe qui sait absolument rien faire. Et là, ça a été modifié par des gens qui sont complètement inconscients. Hein, on va dire ça comme ça. C'est un professionnel qui fait ça. S'il y a un accident, il peut se retrouver en tôle. Hein. Je veux dire, attention, c'est pas anodin. Et un particulier qui vend un appareil comme ça, n'importe comment, et qui crée un accident, faut se méfier, parce que ça peut tomber dans des modes genre vice caché, ou des choses comme ça qui n'ont pas été dites, et c'est extrêmement dangereux et risqué. Faut pas se lancer dans ce genre de truc. Donc, quand on achète un appareil modifié, il faut toujours les vérifier. Toujours. Vaut mieux ne pas acheter d'appareil modifié, parce qu'au moins le constructeur il est encore là. Franchement, ce truc-là, c'est à peine si on ose le brancher, quoi. Bon, alors, maintenant qu'on a pris notre bonne dose d'adrénaline, on va peut-être maintenant passer un petit peu au côté ampli à tube, enfin préampli à tube. On va regarder un petit peu le schéma et on va essayer de voir un peu comment se comportent les différentes triodes qui pourraient être utilisées là-dessus. Et on va essayer de faire la sélection de ce qui convient le mieux avec les composants qui sont déjà installés sur ce kit. Ok, donc on va analyser un peu le schéma ici et voir un peu comment trouver le tube le plus adapté à ce schéma qui est imposé. Alors ici, c'est un schéma à 2 étages, hein, j'ai repris qu'un seul canal. On a un tube d'entrée qui amplifie et un tube ici, le même, qui est utilisé en charge cathodine ou en cathode follower, qui permet en fait de séparer l'entrée de l'appareil qui sera branché. C'est un simple adaptateur d'impédance qui a un gain quasiment égal à 1. Alors dans notre recherche de tube, cette section-là va pas trop varier. Simplement, il y a 2 paramètres qui nous importent sur cette dernière section. C'est l'impédance de sortie, qui doit être la plus faible possible, et le gain qui doit être le plus proche de 1. Alors, il y a 2 formules approchées pour chacune de ces grandeurs. Le gain, c'est à peu près le gain du tube divisé par 1 plus le gain du tube. Donc on voit que même si un tube a un gain pas très élevé, genre 20, est utilisé, ça va faire 20 sur 21, ce qui va faire à peu près, je sais pas, 0,95, quelque chose comme ça, de gain. Donc déjà, on est déjà très proche de 1, ça va pas être considérable au niveau impact. Après, l'impédance sortie, il y a une autre formule qui approxime. En fait, on peut utiliser l'inverse de la transconductance du tube. En fait, sa variation de courant en fonction de la tension grille. Idéalement, il faut la transconductance la plus élevée possible pour que l'impédance de sortie soit la plus faible, pour qu'il y ait une bonne adaptation entre les deux. Mais bon, en gros, on pourra regarder un petit peu les ordres de grandeur, mais bon, idéalement, on va essayer de trouver le tube qui va le mieux à ce niveau-là. Mais on va quand même donner la priorité au tube d'entrée qui, lui, va donner le gain général du truc. On voudrait le gain le plus élevé possible, la distorsion la plus faible et la plage d'utilisation la plus adaptée, quoi. Donc on va surtout se concentrer sur l'étage d'entrée. L'étage d'entrée qui est un étage standard avec une résistance de charge de plaque ici de 120 kΩ, de 240 en parallèle, et ici une polarisation gris par 2 résistances en parallèle, ce qui fait à peu près 2,8 kΩ ici. Donc notre but déjà, c'est de voir pour un tube donné où va-t-il travailler. Alors on va commencer par le premier tube, qui est celui qui m'a été fourni, qui est la 6BQ7. Et on va utiliser ce réseau de courbes qui est extrêmement classique, qui est en fait le courant qui circule dans le tube en fonction à la fois de la tension plaque. Alors attention plaque, attention, c'est la tension qui est entre cathode et anode. En fait, le point de référence, c'est toujours la cathode. Et ici, c'est la tension entre cathode et anode. Et ce courant qui circule dans le tube. Et sur ce graphique, on a un réseau de courbes qui correspond à chaque tension grille, ici graduée en volts. Pareil, tension grille qui est toujours entre anode
entre cathode et grille. Ici, la grille est négative simplement parce que la cathode est un potentiel supérieur à la grille. Si on met la grille à peu près à la masse via une résistance, ben en fait, la cathode va se retrouver à 1 volt, 2 volts, 3 volts, etc. C'est plus une convention, c'est toujours une tension entre deux électrodes. Hein. Ça n'a rien à voir avec des trucs extérieurs. Alors, ici, la charge de plaque, c'est 120 kΩ. Et en fait, le tube, il va travailler en fonction de cette charge de plaque. Et comment ça va se passer ? En fait, c'est une résistance, donc ces caractéristiques sont linéaires. En fonction de la tension qu'il va y avoir dessus, ben, on aura un courant qui est linéaire par la loi d'Ohm. Donc en fait, sur ce graphique, en fonction d'une tension ici et un courant ici, on va avoir une droite. La résistance de charge va être modélisée par une droite. Le tube, lui, est modélisé par ses réseaux de courbes. Et en fait, l'endroit où on va travailler, ben, ça va être l'intersection entre cette droite qui correspond à la résistance et ce réseau de courbes qui correspond au tube. Et comme ils vont travailler ensemble, ben, ça va être au point commun. Donc, comment on trace cette caractéristique de résistance ? Ben, simplement, c'est une droite, il suffit de 2 points. Alors, il y a 2 points particuliers qui sont faciles à trouver. C'est si le tube est en court-circuit, c'est-à-dire qu'il se comporte comme un court-circuit, simplement la résistance se retrouve sur la tension d'alimentation totale. Ici, dans ce schéma-là, c'est 250 volts. Donc, quand la tension du tube est à 0, c'est-à-dire qu'il se comporte comme un court-circuit, on a une résistance de 120 kΩ qui est alimentée par une tension de 250 volts. Donc, si on veut calculer ça, ben, on prend simplement le courant qui va être fait, I égale U sur R, donc ça va être 250 sur 120K, qui fait à peu près 2,1 mA. Donc, on a un premier point qui est, quand on a 0 volts au bord du tube, on a donc les 250 volts au niveau de la résistance. Il faut voir que les deux sont en série. Hein. Donc ici, ce qui va circuler dans la résistance, ça va être un courant de un peu plus de 2 mA. C'est le point ici. Maintenant, réciproquement, si le tube est en circuit ouvert, c'est-à-dire qu'il ne conduit pas du tout, ben, il n'y a aucun courant dans la résistance. Okay ? Donc, quand on a 0 mA dans la résistance, on a simplement 250 volts au niveau du tube. Et, bien sûr, au niveau résistance, 0 volts. Donc, ici, on a un deuxième point. C'est-à-dire que le tube, lui, il a 250 volts, parce qu'il n'y a aucun courant qui circule dans la résistance. Donc, des part et d'autre de la résistance, on a la même tension. Donc, ces 2 points extrêmes où le tube est en court-circuit ou le tube est en circuit ouvert, eh bien, on a toutes les valeurs intermédiaires qui font que on va se balader sur un point sur cette droite, tout en se baladant en même temps sur les réseaux du tube. Donc, quand on va se balader, quand de la musique va passer, en fait, on va avoir un point de fonctionnement qui va se balader sur cette droite et qui, en même temps, va se balader sur ce réseau de courbes. Quand on module la grille par une tension qui est simplement la tension de la musique, hein, qui est liée à la musique, ben en fait, le point de fonctionnement va se balader sur cette courbe, à la fois sur le réseau de courbes et sur cette droite-là. Et, en fait, on va se retrouver au bord du tube avec la tension liée à l'intersection. Alors si j'ai moins 1 volt sur la grille, eh ben dans cette situation-là, je vais me retrouver ici, alors je ne sais pas combien ça fait, on doit être à 1,8 mA, et au bord du tube, on va avoir, je ne sais pas, ici 60-70 volts, quelque chose comme ça. Et réciproquement, quand on va se retrouver de l'autre côté avec moins 6 volts, ben on va avoir beaucoup plus de tension sur le tube, moins sur la résistance, et en fait, lorsqu'on va varier de quelques volts ici, on va varier de quelques dizaines, voire centaines de volts ici. Et on voit qu'il y a du gain. Ok ? Donc, ici, dans notre montage, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'on se retrouve tout en bas du réseau de courbes. Déjà, on n'est pas bon. Parce qu'on se retrouve là où des courbes sont relativement tassées. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment quelque chose de régulier. Hein. Ça, on peut voir que lorsqu'on descend en tension de grille, on a les réseaux de courbes qui sont à des tensions grille régulières. On a l'écart entre chaque qui se réduit très très vite. Donc on va avoir la distorsion asymétrique rapidement. Alors comment on peut voir la distorsion à l'œil nu comme ça, sans l'évaluer, mais voir tout de suite qu'il y en aura pas mal, c'est que on va travailler évidemment à peu près au milieu. Comme ça, quand on a 0 volt, on va se retrouver au repos avec une tension grille de moins 3 volts, et avec la musique en plus ou moins, c'est-à-dire qu'on pourra mettre en entrée
plus ou moins 3 volts et se balader par rapport à ce point-là. Bon, c'est qu'un exemple, hein, quand je dis 3 volts. C'est à peu près ici qu'on serait censé travailler. Hein, c'est pour avoir le maximum de dynamique de part et d'autre et avoir le maximum de gains en sortie. Mais ce qu'il y a, c'est que ici, on va se retrouver, si on se balade de ce côté-là, on va se retrouver avec cette zone-là, mais si on se balade de l'autre côté, on va se retrouver avec une zone où les réseaux de courbes sont beaucoup plus tassés. Hein, donc on va avoir ici quelque chose qui va être étiré et ici quelque chose qui va être tassé. Et cette asymétrie va fournir de la distorsion par harmonique 2. Bon, on peut le démontrer. Bon, ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus sur la démonstration en soi, mais le fait que sur le point de repos du montage, de part et d'autre, lorsqu'on se balade de la même valeur de la tension grille, il faut, pour qu'il n'y ait pas de distorsion, qu'on se balade d'une manière symétrique de part et d'autre. Hein, ce qui fait qu'on retrouvera un courant ici qui va varier d'une manière symétrique. Si on rentre ici en sinusoïdale, on va trouver une belle sinusoïdale. Ici, ça va être tassé vers le bas. Donc on va se retrouver avec une sinusoïde tassée en bas, et donc de la distorsion par harmonique 2. Ce qui est typique des triodes. Hein. Mais là, la première chose qu'on voit, c'est que ce n'est pas adapté, on est tout en bas du réseau. Le constructeur ne fournit pas un zoom de cette zone-là, parce que ça n'empêche pas de fonctionner, mais c'est sous-employé vraiment beaucoup. Hein. Donc, déjà, c'est pas terrible. C'est pas terrible à ce niveau-là. Donc, on voit bien que c'est pas vraiment le tube qui est adapté. Alors, j'ai pris une paire de tubes. Alors, c'est toute la série des AY, AT, 12AT, 6AU, 12AU, 12AX, etc. C'est toutes ces séries qu'on trouve un peu partout. Et une dernière, le CC88 aussi, qui est très utilisé. Donc, on va commencer par la 12AY7, qu'on retrouve dans le monde de la guitare, aussi dans le monde des préamplis. Alors ça, c'est un tout autre tube. Hein. Donc, on voit des courbes différentes. J'ai tracé la même ligne, hein, les échelles sont un peu différentes. Bon, ici on est un peu mieux. On est quand même dans une zone un peu moins, on va dire, extrême que l'autre. Ce tube sera un petit peu mieux adapté. Mais pareil, si on voit que si on veut travailler, alors ici attention, on travaille toujours dans ce contexte-là, à une tension grille maximale de 0 volts. On ne va pas sur les tensions grilles positives. Hein, ici, parce que bon, il y aurait un courant qui rentrerait. Enfin, il ne faut absolument pas travailler avec, en classe ici A2 qui correspond à des tensions grilles positives. Il y a des problèmes qui déboulent à ce niveau-là. Donc nous, on va ici travailler entre ça et ça. Alors, si on veut avoir le maximum de choses, il faudrait travailler à peu près aussi à moins 3 volts. Hein. On est à peu près dans les mêmes zones de grandeur au niveau de la tension grille. Hein. Ici, on est à peu près à 1 mA, en gros. Hein. Donc à moins 3 volts, on a 3 kΩ de résistance de cathode. Parce qu'en bas, la résistance de cathode est traversée par le même courant. Donc la tension qui va se retrouver au bord de cette résistance, mais ça va être la tension grille, parce que c'est un système de polarisation automatique, c'est elle qui va fournir cette tension grille de polarisation. Donc on voit si 1 mA sous moins 3 volts, on va se retrouver avec une résistance de 3 kΩ. Ici on a 2,8. Donc sur le montage, on travaillerait à peu près dans cette zone-là. Le point de repos serait ici. Et après, la modulation de la grille ferait qu'on va se balader de chaque côté. Donc ici, on voit que quand même, les courbes ont tendance à... Alors, il y aura de la H2 parce que ça se tasse toujours c'est toujours comme ça se tasse toujours de ce côté-là. Et en plus ici, on voit qu'ici, il y a un écartement par rapport à ici. Il y a une espèce de chose bizarre qui se passe à cet endroit. Donc, on aurait de la H2 et aussi probablement de la H3 ou des trucs supplémentaires. Donc, on est quand même vachement bas dans le réseau, mais c'est un peu mieux adapté, on va dire. Bon. Alors après, on va faire la série ECC 81, 82, 83, qui sont des tubes très différents. Hein. Ici, ECC 81. Alors là, c'est encore pire, parce que le tube ECC 81 est fait pour fonctionner avec des courants plus élevés. Simplement, il y a une transconductance plus élevée. C'est un tube qui fournit plus de courant, et donc il travaille des courants plus élevés par rapport à la tension de grille. Mais donc on voit qu'ici, avec cette charge-là, on est vraiment tout en bas et c'est quasiment impossible de faire une évaluation précise. Donc on se retrouverait pareil, hein, vers moins 2, moins 3 volts si on veut se retrouver vers 1 mA, donc on se retrouverait par ici au repos. Alors là, on est extrêmement dilaté ici, extrêmement comprimé là. C'est pas du tout adapté. Même s'il est plus puissant, hein, 2,5 watts de dissipation plaque, les autres c'est plutôt 1 watt. C'est un tube plus de puissance, entre guillemets, et c'est pas du tout adapté. Donc ECC 81, c'est même pas la peine, donc d'emblée. ECC 82, quasiment même topo. Il est un peu plus linéaire parce qu'il doit probablement avoir moins de gains en tension, mais une meilleure transconductance. Mais c'est pareil ici. Alors là, la tension grille est beaucoup plus élevée.
Alors ici, on va se retrouver polarisé, vu les valeurs, on va se retrouver polarisé par ici, quoi. Parce qu'on se retrouve à peu près moins 3, moins 4 volts pour 1 milliampère. Hein. On voit, faut pas oublier que la résistance de cathode c'est 2K8, donc on est à peu près 2,8, 3 volts pour 1 milliampère. Donc on va se retrouver à peu près dans cette zone-là. Donc ici on va être vachement asymétrique par rapport au centre du réseau. On va carrément être de ce côté-là et on va voir toute cette distance-là qui va être perdue. Donc ça va tout de suite saturer dans le monde positif et on va avoir ici beaucoup de pertes. Donc on aura très peu de plages de sortie. Hein. Et donc ça va être vraiment être très sous-employé. Par contre, l'écartement entre les réseaux de courbes jusqu'à cet endroit-là, c'est pas trop mal. Parce que ça se tasse plus loin, mais c'est une zone où on n'ira pas. Donc ici, c'est pas idéal, mais la distorsion ne sera pas trop élevée. Hein, donc c'est un tube qui, a priori, marcherait quand même un peu mieux. En tout cas, beaucoup mieux que celui-là, qui lui se tasse, vu qu'on va se travailler ici. Alors là, il va se tasser tout de suite. C'est carrément le pendant opposé. On a plus de choses de ce côté-là que de l'autre côté. Celui-là, il n'est vraiment pas adapté. Celui-là, il est très sous-employé, mais l'écartement entre les courbes, vu de la droite de charge, est relativement régulier. Hein. Donc si on travaille à peu près par ici, on va se retrouver quelque chose qui ne sera pas trop distordu, mais on risque de ne pas avoir beaucoup de gains, quoi. Ça, c'est le problème. Parce que ici, le gain, en fait, on voit qu'ici, on va de 25 volts à peu près 100 volts pour une variation, on va dire, je sais pas moi, peut-être de 6 volts au total. Bon, ça fait un gain de 10 peut-être, ou de 15, ça, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, il nous faudrait plus que ça, théoriquement. Mais bon, là, c'est mieux, mais c'est pas idéal. Alors, le CC83, alors elle, c'est carrément un autre tube. Là, le gain est beaucoup plus élevé. Mais là, on voit que c'est un tube qui est fait pour travailler dans les faibles courants. Donc, et les faibles tensions de grille. Alors ici, ça va être un peu plus délicat parce que là, on va travailler avec des courants plus faibles. Avec la polarisation de grille, on va se retrouver peut-être à peu près dans ces eaux-là. Ce qui est au milieu, hein. Ce qui est à peu près au milieu. On va se retrouver peut-être là. Donc, on est là en dessous de 1 milliampère, hein, avec 2K8 de résistance. On va peut-être se retrouver dans cette zone-là. Il faudrait faire le calcul. Hein. C'est pas évident de trouver quel est le point de fonctionnement de repos parce qu'il doit à la fois correspondre au courant et à la valeur du bon réseau de courbes. C'est-à-dire, si je reprends, la résistance de cathode, c'est elle qui donne cette tension grille via le courant qui circule dans le tube. Donc à la fois, il donne le courant, pour un courant donné, il va donner un réseau donné. Et le tout, bien sûr, c'est cette droite de charge. Donc il faut trouver, il y a un point là-dessus qui correspond à ce schéma-là. Alors, je le fais en gros, il faudra faire le calcul. Hein. Mais ici, ça va être à peu près dans ce coin-là. Hein. Donc je pense qu'on est à peu près ici. Donc on est bien au milieu du réseau. Hein, je pense qu'on est bien au milieu. Bon, il va se tasser ici. On va avoir quand même de la distorsion H2. Mais là, on est quand même un peu plus haut dans le réseau. Et on est plus adapté. Je pense que ce schéma-là était beaucoup plus adapté à ce tube-là. Hein. C'est vraiment c'est assez flagrant de voir qu'on est dans les plages habituelles du tube et on est au milieu du réseau de caractéristiques. Donc, pour moi, ce schéma-là était fait pour le CC83, 12AX7 ou la 6N2P. La 6N2P qui est le tube qui est proposé sur le kit chinois. Par contre, ce n'est pas le tube qui est mis sur le schéma, qui est lui, le 12AT7, qui est pour moi absolument pas adapté. Hein, oui, c'est pas très adapté. Je pense que c'est un tube un peu problématique. Parce qu'on va se retrouver vraiment avec un tassement de ce côté-là. On aura beaucoup de distorsion. Donc, pour moi, c'est le CC83 qui était prévu à l'origine. Alors, un dernier tube qui lui est complètement différent. Alors lui, c'est vraiment un tube à basse impédance à fort courant. On voit tout de suite les courants sont plus élevés. Donc, on est tout en bas, hein, comme toujours. Sauf que là, en fait, comme les caractéristiques sont très verticales, parce qu'il a une très grande transconductance, on se retrouve quand même à voir quelque chose qui est très régulier au niveau de l'intersection.
Et comme on va se retrouver à peu près, bon c'est pareil, à 1 milliampère, donc on va se retrouver à peu près dans ces eaux-là, dans cette zone-là, on va avoir 3 volts disponibles à l'entrée avec un réseau qui est régulier. Hein. Faut bien voir que le point de repos, bon, on va être à peu près à 3 volts dans ces eaux-là, ou peut-être ici, enfin dans ces eaux-là, 3 volts. Faut bien voir que côté positif, on peut aller jusqu'à 0 volts en entrée. Donc ça veut dire qu'en négatif, on a le droit d'aller jusque-là, sinon après ça va saturer là. Donc on a une plage de plus ou moins 3 volts crête disponible avec des caractéristiques relativement écartées régulièrement. Donc ce tube, même s'il n'est pas a priori adapté, en fait s'en sort pas si mal que ça. Et le tube serait très sous-employé en termes de courant, mais c'est pas grave, ça va simplement l'user moins vite. Donc le CC88 pourrait être un excellent candidat aussi, parce que la distorsion sera faible. En plus, comme c'est un tube à forte transconductance, il sera très adapté à l'étage en charge cathodique qui va suivre. Donc moi, je conseillerais soit le CC83 qui a un très fort gain, un gain de 100, un gain en tension, un mu de 100, ou un ECC88 qui a un mu quand même beaucoup plus faible. Alors, on peut voir les caractéristiques. On va prendre ici la PCC88, c'est la même mais avec une autre tension de filament. Donc, il a un gain de 33, ce qui veut dire que le gain de l'étage cathodique, c'est 33 sur 34, le gain sur 1 plus le gain, ce qui veut dire qu'on a un gain de 0,97, c'est raisonnable au niveau du l'adaptation d'appellance, la perte est vraiment minimale, et la résistance, l'impédance de sortie qui est environ l'inverse de la transconductance. Donc on a 12,5 milliampères, donc c'est 12,5, alors si on se met en ampères, si on est en milliampères, si on prend l'inverse, on est en kilo-ohms. Donc on est à 80 ohms à peu près, on va dire une centaine d'ohms d'impédance de sortie, ce qui est faible, ce qui est vraiment faible. Donc il est bien adapté, il a un gain relativement élevé. Je parle de l'étage charge cathodique après. Il a un gain suffisant pour avoir un gain d'unité en montage en charge cathodique et il a une impédance de sortie faible. Le CC83, lui, il a quand même une transconductance vachement plus faible, quasiment 10 fois plus faible. Par contre, il a un mu de 100. Donc, le gain en sortie va être de 0,99, l'autre de 0,97. C'est mieux, mais il faut vraiment beaucoup de gains pour avoir un peu mieux à ce niveau-là. Par contre, la transconductance, elle, 1,6, si on fait l'inverse, on va se retrouver à peu près à 625 ohms d'impédance de sortie. Ce qui n'est pas, c'est pas si élevé que ça pour un montage à tube. Mais il y a intérêt à ce que de l'autre côté, il y ait une grosse impédance d'entrée. Si on a genre 1 mégohm d'impédance d'entrée, ça va. Si on a quelques kilo-ohms, c'est un peu plus embêtant. On risque d'avoir des pertes par division, simplement, à ce niveau-là. Donc, même si le tube ECC88 ne semblait pas, a priori, être utilisé, enfin, pas à ma connaissance, il se prêterait assez bien à ce montage. Donc, alors une chose aussi à vérifier, c'est le courant filament. Parce qu'on a une alimentation qui n'est pas non plus extraordinaire. Donc, alors ça, c'est la PCC88, c'est 300 milliampères pour 7 volts 6. Mais pour 6 volts 3, je crois que c'est 350 milliampères, quelque chose comme ça. Et le CC83, c'est 300 milliampères pour les deux, 12,6, donc 12,6 volts, 150 milliampères. Nous, on travaille en 6 volts 3 sur ce circuit, donc c'est 300 milliampères. Le PCC88, c'est 6 volts 3 directement, c'est un peu plus de 300. Donc c'est assez similaire. C'est chiant ce truc qui saute. C'est assez similaire. Donc, bon, on n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Je pense que ce serait intéressant de faire la comparaison mesurée entre une ECC88 et une ECC83, qui sont ici deux tubes radicalement opposés, mais ils correspondent assez bien au montage pour des paramètres carrément opposés. Celui-là, c'est parce que les courbes sont verticales, bien espacées. L'autre, parce qu'il a beaucoup de gains, et
il fonctionne naturellement dans ces plages de courant faibles grâce à son fort gain. Donc on aura beaucoup de gains ici. Alors la différence, au niveau du gain du montage final, ici comment ça marche? Ben, c'est simple. Ici donc on va se retrouver à peu près en dessous d'un milliampère. On va travailler à peu près par ici. Hein. Là je fais à peu près à la louche. Je pense qu'ici on est à peu près à, on va dire moins 1,5 V. Donc on va pouvoir travailler à plus ou moins 1,5 V de chaque côté. Donc avec 1,5 V en moins, on va être là. Donc on va être à peu près, on va dire 70 volts de tension plaque. Et de l'autre côté, on va être à 3 volts. On va être à 200, je sais pas, ça fait 230. Ok. Ça fait 230 moins 70, ça fait 160 volts. Donc on a 160 volts pour une variation de 3 volts. Bon, ce qui fait un gain de 160 sur 3. Alors c'est à la louche. Donc on a à peu près un gain de 53. Le tube a un gain interne de 100, mais la droite de charge, elle, n'est pas infinie. Hein. Le mu, c'est en fait le gain avec une droite qui est horizontale. Comme là, elle est penchée, le gain est plus faible. Donc on a à peu près on va dire une cinquantaine avec un ECC 83. Avec le CC 88, ici, bon, on va être à peu près à 3 volts disponible, en gros. Donc on va être ici à peu près à ça va faire 10 volts, à peu près, 10 volts là. Et de l'autre côté, à moins 6, on va être à 100, on va dire 170 volts. Donc on a 160 volts pour 6 volts d'entrée. Donc on a un gain 2 fois plus faible. On aura un gain de 25, à peu près. Donc celui-là aura un gain de 25, l'autre aura un gain de 50. Même si on a 160 volts d'amplitude, mais ici on travaille entre plus ou moins, enfin on a 1,5 volt d'un côté, 1,5 volt de l'autre, alors qu'ici on a 3 volts d'un côté, 3 volts de l'autre. Là je le fais à la louche, j'essaie de trouver le point de fonctionnement au repos, à la louche à peu près, on pourrait le faire plus précisément, mais ça donne des ordres de grandeur, simplement. Donc ce sont deux montages très différents, celui-là aura moins de gains, alors après, est-ce que c'est important qu'il ait moins de gains? Tout dépend de ce que le DAC sort en termes de tension. Est-ce qu'il faut beaucoup de gains ou pas? Je pense qu'un gain de 25, déjà, je pense que ça devrait suffire. Si après on attaque des amplis grand public, 1 volt RMS suffit. Dire plus ou moins 1,5 volts, c'est pas mal. Donc, à mon avis, on a largement assez de gains avec l'un ou l'autre. Ça devrait être pas mal. Sauf que celui-là, lui, il va travailler sur une plage beaucoup plus restreinte sur ses caractéristiques, et la distorsion, je pense, sera même encore plus faible. Donc voilà, ici, je pense que ce sont les deux candidats que l'on testera lorsqu'on remontera le système. En tout cas, les autres ne sont pas du tout adaptés, et la 6BQ7, alors là, ne l'est pas du tout, c'est pas adapté, la distorsion sera relativement élevée, et c'est pas ce qu'il nous faut. Donc on voit que sur ce montage-là, faut vraiment aller voir les caractéristiques pour trouver quel est le tube qui convient. Donc voilà, je pense ça suffira pour aujourd'hui. La prochaine fois, on essaiera de voir comment on va agencer le truc. On essaiera de dépanner la platine à tube au niveau de l'alimentation filament qui est trop faible, voir un peu où ça se situe. Puis on va avancer sur l'étape d'après. Et on fera les essais de tube. On fera des mesures directement avec l'audio précision pour voir si ça colle bien avec ce qu'on a vu ici. Allez, une petite dernière pour la route. Alors bon, je passerai sur le fait que aucune des vis n'est identique, c'est que des vis récupérées dans tous les sens, dont une qui est foirée. Ça, évidemment, même pas fichu de remettre les vis d'origine, bon, ça, on en passera là-dessus. Mais alors, là, c'est pas mal non plus, j'ai enlevé cette espèce de câble absolument atroce, là, et je me suis retrouvé avec ça, ces deux espèces de fils qui ressortent, là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, c'est simplement les deux résistances ici qui ont été rajoutées, les fameuses résistances bien symétriques, dans une Kirby là comme ça. Et en fait, les pattes n'ont même pas été coupées, elles sont en l'air comme ça. C'était soudé à rien, c'était en l'air, et puis il y en avait une qui était à peu près pliée comme ça. Alors, je sais pas trop vers quoi ça touche, mais ça aurait pu mal tourner. En plus, d'une manière étonnante, alors je sais pas si on pourra le voir là-dessus, mais ces résistances sont
On se demande à quoi elles servent. En fait, elles sont peintes pour éviter de lire la valeur. En fait, c'est résistance de 10 ohms. Et elles sont en série avec le signal d'entrée. En fait, elles sont là juste pour faire joli. Et je me demande vraiment c'est quoi le but à l'origine. Mais alors, puis alors, on remarque le flux qui est là pour probablement éviter que l'émotion s'en aille. Oh là là, là, ça a un peu insisté parce que ça soudait pas bien. Bon, bref, hein, on en découvre à chaque fois. Hein, donc, pour donner vraiment une idée du travail magnifique de ce truc.